Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans l'OM Talking Geneva. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour vous faire vivre, comme chaque semaine, l'actualité de l'Olympique de Marseille, nous partager nos meilleurs débats, nos analyses. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, AOM Nation Genève. Pour m'accompagner pour cette émission, qui mieux que le quatuor magique de l'OM Talking Geneva. Raph, Flo, Christopher et Richard sont avec moi. Salut les gars. Salut. Salut à tous. Et ce soir, nous avons la chance d'être en compagnie d'un véritable passionné de l'Olympique de Marseille, un grand connaisseur du football également, grand reporter et journaliste à la Provence depuis près de 43 ans. Je veux parler de monsieur Mario Albano qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonjour Mario. Bonjour à tous, l'honneur, c'est beaucoup dire, hein. C'est un plaisir pour moi aussi. Le plaisir est partagé. Je vais rappeler à tous nos auditeurs qui nous écoutent que vous êtes également écrivain et que vous êtes l'auteur de Grands buteurs de Marseille, qui est un livre qui retrace tous les grands buteurs de l'OM, avec notamment une préface de Joseph Scoblar et de Jean-Pierre Papin, deux sacrés numéro 9. Allez, numéro 10, Scoblar portait le 10. C'était un avant-centre, mais il portait le 10. Voilà, le 10, mais le 9 de buteur. Exactement. Allez, on va découvrir ensemble le programme de ce talk. On va revenir sur la défaite contre le PSG et victoire contre la JOCR en Coupe de France. Peut-on dire que l'OM est sur la voie de la rédemption? Sur le banc, Nasser Largué poursuit son intérim. Est-ce une aubaine au final pour nos petits jeunes? En attendant, le club cherche toujours un entraîneur. Y a-t-il un profil atypique? Et celui essentiellement qui recherche l'entraîneur, c'est Pablo Longoria. Nous reviendrons sur Don Pablo qui a repris en main vraiment le club et le secteur sportif. Les joueurs en bref, les questions à Mario Albano, notre invité du jour, le jeu des pronos et le dossier de la semaine consacré au partenariat de l'Olympique de Marseille. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de ces deux derniers matchs. Donc, je rappelle, défaite dimanche dernier contre le PSG 2-0. Et puis, qualification en 32e de finale contre Auxerre avec une victoire aussi 2-0. Richard, on a vu des choses un peu mieux sur certains points de vue, mais l'OM est loin d'être guéri, on est d'accord. Est-ce que pour toi, on peut être optimiste dans les prochaines semaines ou pas? C'est difficile à dire sur les prochaines semaines. Il peut se passer tellement de choses que oui, de toute manière, quand on arrive dans les bas-fonds comme ça, l'OM s'est toujours relevé. Donc, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Maintenant, actuellement, le mal est vraiment profond et la victoire pour moi d'Auxerre, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que moi, j'ai l'impression, quand je regarde même le match contre Auxerre, que l'équipe est perdue, qu'ils ne savent plus comment se positionner, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de stratégie tactique, il n'y a plus de repères dans cette équipe. Il n'y a plus de repères et il faut absolument restructurer Nasser Largué, que j'apprécie apparemment parce qu'il est calme, il est posé, il est réfléchi. Et il a parlé de revenir aux fondamentaux, mais je pense qu'il faut aller bien plus loin. Là, il faut vraiment restructurer l'équipe et redonner une impulsion à chacun des joueurs, pas de manière seulement que collective. Il faut prendre chaque joueur seul à seul. Et j'espère que Nasser aura le courage de le faire. Mais moi, je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il peut être l'homme de la situation parce qu'il est calme et posé et qu'il est intelligent. Ok, merci à toi Richard. On va tout de suite se tourner vers Mario qui connaît très très bien l'actualité de l'OM pour la suivre au quotidien et même j'ai envie de dire à proximité. Mario, par rapport à vous, oui, plus à proximité puisque je suis dans la même ville, mais ça se limite à ça, hein. Les contacts sont totalement inexistants. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, sur ces deux derniers matchs qu'on a vus, donc même s'il y a une défaite et une victoire contre une équipe de Ligue 2, rappelons-le, est-ce que pour vous, il y a déjà un changement tant sur l'état d'esprit que sur certains sur le contenu du match? Moi, le match contre Auxerre, je n'en tiendrai pas vraiment compte. C'est un match de Coupe de France avec une équipe très remaniée. Vous savez, l'an dernier, j'étais à Limoges quand l'OM avait éliminé Trélissac
c'est un match qui n'avait ressemblé à rien. S'il avait fallu se référer à ça, on aurait cru que l'OM était une équipe de milieu de tableau, voire de bas de tableau. Donc, cette victoire contre Auxerre, le match n'a pas ressemblé à grand-chose. L'OM a quand même souffert. Donc, et le match contre Paris, finalement, ça n'a pas grande signification non plus parce qu'il y a un tel écart. Moi, je ferais beaucoup plus référence au match contre Lens et notamment à l'heure qu'a joué Milik, qui représente quand même l'espoir de cette équipe pour la fin de saison, parce qu'on s'est rendu compte à quel point l'OM était différent avec et sans lui. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Richard, à savoir que Nasser Largué me laisse une excellente impression, lui aussi par son calme, sa sérénité. C'est quelqu'un qui n'a pas l'air de s'affoler, qui en plus n'est pas carriériste. Il n'est pas là pour jouer sa carte personnelle. Donc, je crois qu'effectivement, il peut remettre tout le monde à sa place. Et là aussi, je suis d'accord avec Richard, à savoir que chaque joueur et le collectif ont besoin de repartir sur de nouvelles bases. Mais ça n'est pas le match d'Auxerre qui peut vraiment nous donner des indications. Et j'ai bien peur que le match de Bordeaux, si Milik ne peut pas le jouer, s'il se joue encore sans Alvaro, ne soit pas un véritable indicateur de ce que l'OM va pouvoir faire jusqu'à la fin du championnat. Mais enfin, il est encore beaucoup trop tôt pour être vraiment optimiste et pour penser que l'OM est revenu au niveau qui était le sien, au moins pour ce qui est des résultats au mois de novembre dernier, où, je le rappelle quand même, virtuellement, l'OM aurait pu être leader. Donc, ça signifie qu'il y a un certain potentiel, mais qui s'est étiolé. Alors, très bien, Mario, vous nous avez dit qu'il était trop tôt pour dire que l'OM était un peu sur la voie de la rédemption. On a beaucoup entendu parler, vous et Richard, de Nasser Largué. Donc, justement, on va en parler tout de suite avec toi, Flo. Nasser Largué, qu'on rappelle qui est à la base le directeur du centre de formation, donc qui peut mettre en avant nos jeunes joueurs. Donc déjà, on va peut-être un peu rappeler avec toi comment il composerait un peu son groupe de joueurs pour chaque match. Alors, c'est son groupe de joueurs, mais aussi sa compo. En fait, il part du principe où c'est le plus méritant qui doit jouer. Et on voit bien que c'est quelque chose qui est très important à l'OM. Notamment hier, où c'est Luis Enrique qui a joué et pas Thauvin, par exemple. Ça veut dire que Luis Enrique a sûrement dû être performant à l'entraînement, et puis aussi pour reposer Thauvin. Mais voilà, il fonctionne par celui qui est le plus fort à l'entraînement, celui qui donne satisfaction, tout simplement. Donc, en gros, son groupe, c'est les meilleurs, sont sur le terrain, et c'est tout. Et pour toi, est-ce que au final, pour les jeunes joueurs, ça peut être vraiment une aubaine d'être dirigé par un vrai formateur, parce qu'on rappelle que c'est un formateur dans l'âme? Ben, si on reprend tous les jeunes joueurs qui ont été sélectionnés, on va dire, dans le groupe depuis le match de Lens, alors il y a Dieng, qu'on parlera un peu plus tout à l'heure, Rokia, qui est rentré hier, au poste de certainement milieu gauche, dans un 3-4-3. Perrin, qui a été titulaire face à Lens, mais qui est aussi rentré face au PSG. On voit bien aussi que Perrin, c'est plus méritant que Balerdi certainement à l'entraînement, parce que Perrin est visiblement un niveau en dessous que Balerdi, mais pourtant, il a quand même joué face à Lens et il a quand même joué face au PSG. Donc voilà. Après, ensuite, il y a Bertelli qui était dans le groupe face à Lens. Il y a Souaré qui est dans le groupe depuis 3 matchs. Gros potentiel. On l'a vu d'ailleurs face à Lens qui a plutôt bien commencé la fin de match. Il y a aussi Targaline, le jeune Marocain. On peut même inclure Luis Enrique qui, en plus d'être titulaire hier, il fait partie du groupe. C'est un jeune. Il est souvent, je pense qu'il joue pas mal de fois avec. Il a dû jouer ou s'entraîner avec la réserve. Et puis on peut même mettre Vanni et Simon, Ngapandebou, je ne sais plus comment on dit. Voilà. Ngapandwetungu. Merci Mario. mais surtout, ce qu'il faut dire comme aubaine pour les jeunes, c'est quand même Camara qui est capitaine hier, alors qu'il a que 21 ans. Donc c'est quand même qui fait pas mal confiance aux jeunes et surtout à Camara.
Allez, on va demander à notre ami Mario ce qu'il en pense de Nasser Largué, si pour lui, ça peut être également profitable pour les jeunes de notre centre de formation et les jeunes Oui, de notre alors, équipe. il faut quand même relativiser tout ça. D'abord, quant à la méritocratie, n'oublions pas que depuis qu'il a pris l'équipe, il a toujours fait jouer Dimitri Payet 90 minutes. Il n'a même pas fait sortir. Et pourtant, on ne peut pas dire que Payet ait vraiment été bon. Donc là aussi, il y a un aspect un petit peu politique, hein, vouloir éviter de tout de suite se mettre à dos un joueur qui, vis-à-vis d'André Villas-Boas, visiblement a eu un certain pouvoir de nuisance. Donc, quant aux jeunes, ils ont été nombreux, mais la raison est très simple. Il n'y avait personne d'autre. Il y avait quand même beaucoup de suspendus, beaucoup de blessés. Et là, pour Auxerre, il y a certains titulaires qui ont été mis au repos, comme Tchaleta Tsar, comme Mandanda. Donc, n'exagérons pas non plus la promotion des jeunes joueurs, même si avec Dieng, c'est un cas très particulier, puisque lui, il était le seul à vraiment le connaître, et son entrée a été tout à fait bénéfique, puisqu'il a marqué un but. Ce que Marley Ake, qui l'an dernier a eu ce rôle aussi très souvent, n'est jamais parvenu à faire. Lui, Dieng, il a marqué dès son premier but, dès sa première entrée, et ça, c'est très important. Perrin, il a quand même déjà joué quelques matchs. Roquia ne m'a pas du tout convaincu, en revanche. Et puis Camara, bon, bah, son brassard de capitaine, il est tout à fait logique. Mais bon, je pense quand même que quand tous les titulaires habituels vont revenir, mis à part Camara, les autres seront au mieux sur le banc de touche. Alors, il y a Flo qui voulait rajouter quelque chose, je crois. Alors oui, pour Dieng, il y a une petite stat. Il faut remonter au 16 décembre 2009 pour que ça soit le premier... pour que... Jordan Ayew. Ouais, voilà, avec Jordan Ayew qui a marqué lors de son premier match. Et donc, il faut remonter à cette date-là. Et c'était face à Lorient. On vous l'avait dit, Mario Albano est incollable sur l'Olympique de Marseille. On ne s'est pas trompé. Plus de 40 ans au service des sports de la Provence et à suivre l'OM. Vous pouvez pas l'endormir sur l'OM. Il n'y a pas moyen. Allez, on a parlé de Nasser Largué, donc qui poursuit son intérim, mais parallèlement, l'OM cherche toujours un successeur à Villas-Boas. Raph, on va venir avec toi. On va commencer à parler de tout ça. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a un profil, on parle d'un profil atypique pour remplacer le coach portugais. Selon toi, quel profil atypique on souhaiterait mettre Longoria en place? Alors déjà, il faut savoir que Longoria, c'est quelqu'un que, quand il dit quelque chose en conférence de presse, on peut être sûr qu'il va le faire. Il a pu le démontrer avec les nombreux prêts qu'il a fait cet hiver, pardon. Et quelque chose que je trouve très intéressant et qui est une approche vraiment différente des autres directeurs sportifs, c'est que Longoria recherche, lui, un profil plutôt qu'un nom. Et donc, il va davantage s'appuyer sur des compétences que des noms. Donc, on avait pu lire des Sarri, tout ça. Mais lui, il se dit, non, il faut mieux chercher des gens qui correspondent à l'OM, qui sont un peu, comme le dirait Jacques-Henri Hérault, OM compatibles. Et on sait aussi que pour que ça fonctionne bien pour un coach, les coachs qui fonctionnent bien sont souvent ceux qui ont été choisis par le directeur sportif. Et ce qui est très intéressant dans sa conférence de presse hier, Longoria, c'est qu'il utilise des mots très forts dans son discours. Il parle notamment d'un futur coach propre pour le moment et le futur du club. Donc, c'est quelqu'un il veut quelqu'un pour bâtir le futur du club, qui va donner un espoir, donc qui quand même harangue les foules. Il veut travailler ensemble. Donc, faire le lien entre les joueurs, les supporters et les dirigeants. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et surtout, bien sûr, demande des résultats maintenant. Et surtout, qui est un truc vraiment très important, qui correspond à la devise de l'OM, qui est droit au but. Alors, chers amis d'Instagram, la première partie de cette émission est terminée. Si vous voulez nous rejoindre pour continuer cette émission avec nous, nous sommes avec Mario Albano. Rejoignez-nous sur YouTube. Raph,
Alors, on a beaucoup parlé on parle beaucoup de Sampaoli depuis quelques jours, comme rumeur, notamment. Oui, alors c'est quelqu'un qui est assez peu connu et peu valorisé en Europe, je trouve. Après, c'est uniquement mon avis, mais déjà, il arrive avec l'étiquette du fils spirituel de Bielsa. Il incarne cette mentalité. Déjà, une première chose, c'est qu'il est comme Bielsa. Il ne se cache jamais derrière les résultats ou les faits de jeu. C'est notamment cette conférence de presse après le match France-Argentine où il dit c'est de ma faute, c'est mes erreurs. Donc déjà, ça c'est un coach qu'on aimerait bien avoir à l'OM parce qu'il y a ce caractère propre, parce que voilà, il assume ce qu'il fait. Et ensuite, quelque chose qui est très important, il fonctionne à l'affect et je pense que c'est quelque chose qui est très important à l'OM. Et il a pu démontrer qu'il est capable d'entraîner n'importe quel club. Il a fait énormément de clubs, beaucoup de clubs sud-américains. Et je trouve déjà pour la Ligue 1, ça apporterait un peu de diversité au niveau des coachs qui sont un peu tous dans la même approche. Mais j'ai envie de prendre, pour parler de Sampaoli, l'exemple de la Copa América 2015 qui remporte avec le Chili vraiment à la surprise générale. Et pour montrer comment ça rentre dans les cases de Longoria. Donc, il veut un peu des joueurs de tout type, des joueurs expérimentés et des jeunes. Lors de cette Copa América, les joueurs expérimentés au Brésil, c'est Vidal, Sanchez, Bravo et Mauricio Isla, qui a aussi joué à l'OM. Et donc, eux, on les connaissait. Mais il est aussi capable de sortir des pépites, comme à l'époque Eduardo Vargas et Charles Aranguiz. Et pour la petite anecdote, ces joueurs, Marcelo Bielsa voulait les faire venir à l'OM lorsqu'il les a vus jouer avec Sampaoli. Donc, je pense qu'il est assez bon pour ça, pour faire travailler correctement des cadres et les aider aussi à promouvoir la jeunesse. Alors, pour être complet, selon les rumeurs, Sampaoli serait d'accord pour venir à l'OM fin février, lorsqu'il aurait terminé l'aventure avec son club. Mais il y a une deuxième rumeur qui est là ces derniers jours également, c'est la rumeur Mazzarri, l'entraîneur italien, qui a entraîné à Naples et à l'Inter notamment, qui pourrait venir à l'OM accompagné d'un certain Fabrizio Ravanelli. Oui, et puis c'est là son gros avantage qui fait un peu rêver les Marseillais d'avoir Fabrizio Ravanelli comme adjoint sur le banc. Parce que déjà, ça pourrait rentrer dans ces fameuses cases de Longoria, de quelqu'un qui connaît le club, qui connaît la pression qu'on demande à l'OM, le poids du maillot qui doit être ressenti par les joueurs. Et il a aussi un jeu qui est très porté sur l'offensive, comme la devise de l'OM, droit au but. Et c'est ce que Longoria recherche. Il aime bien travailler aussi avec des joueurs, avec des entraîneurs qui pratiquent ce type de jeu. Et voilà, il y a aussi cette notion vraiment de capable de gérer le contexte. Par contre, cette rumeur est quand même à prendre avec quelques pincettes parce que c'est davantage Mazzarri qui serait intéressé par le fait d'entraîner l'OM plutôt que Longoria. Longoria serait intéressé, mais c'est plus Mazzarri qui veut entraîner l'OM que l'OM veut Mazzarri en tant qu'entraîneur. Alors, Richard, pour toi, un profil atypique d'entraîneur à l'Olympique de Marseille, ça serait quoi? C'est déjà quelqu'un qui va venir et qui ne va pas se laisser malmener et diriger ou influencer par les joueurs. Qui va avoir, on dit toujours qu'il il faut des entraîneurs diplomates avec les joueurs aujourd'hui, mais là, on est à l'OM. Donc, il faut quelqu'un qui ait de la poigne. Parce que, actuellement, on en a besoin. Hein. On a besoin de quelqu'un qui va remonter les bretelles de personnes qui sont sur une autre planète actuellement. Et je ne citerai pas les noms, je dirais juste que ça peut être des gens comme Thauvin et Payet. Non, mais sérieusement, voilà, il faut quelqu'un qui vienne cadrer l'équipe. On a parlé de restructurer tout à l'heure. Il faut quelqu'un qui soit fort à ce niveau-là. Par contre, ne me parlez pas de Paoli parce que Paoli, je l'ai vu en Coupe du Monde faire. Déjà, il marchait sur la touche. On aurait dit qu'il avait peur. On ne sait pas de qui il avait peur, mais il avait peur de quelque chose à chaque match. Il avait la peur sur le visage. Donc, moi, déjà, ça m'intrigue comme truc. Mais surtout, quand tu ne fais pas rentrer Agüero dans l'équipe comme titulaire, alors qu'il te marque un but contre la France, c'est pas possible, quoi. C'est impossible. Voilà. Alors, Richard, merci. On voudrait vous entendre, Mario, sur votre point de vue sur
sur un profil atypique d'entraîneur à l'OM et puis sur les rumeurs que l'on entend ces derniers jours, ce que vous en pensez. Alors d'abord, je ne comprends pas ce que ça veut dire, un profil atypique. Si l'OM cherche un entraîneur, l'OM cherche un entraîneur, pas un profil atypique. Tout ça, c'est du pipeau. Je trouve qu'il y a beaucoup de naïveté à citer Longoria, comme si c'était le Messie qui racontait la vérité en conférence de presse. Les conférences de presse ne sont faites que pour communiquer. Ce n'est que de la communication. Donc, il y a quand même là-dedans beaucoup de pipeaux, beaucoup de mensonges. Et dans la piste Sampaoli, beaucoup de démagogie, à mon avis, puisque visiblement, les dirigeants cherchent à s'attirer les bonnes grâces des supporters. Donc, ils se sont dit, tiens, quelqu'un qui ressemble à Bielsa, pourquoi pas, pour leur faire plaisir. Bon, après, je ne suis pas sûr que Sampaoli soit la personne la mieux adaptée à Marseille, dans la mesure où en plus il ne parle pas français. Donc, enfin, pour moi, tout ça, ça reste quelque chose de très très vague et ces recherches semblent plus porter sur l'image que sur la réalité le fond d'un véritable entraîneur. Alors, quel style d'entraîneur vous verriez peut-être du coup rejoindre l'OM? Bon, écoutez, pour le moment, je pense qu'il faut laisser travailler Nasser Largué dans le calme, pour amener du calme. Et puis après, moi je regrette vivement le départ de Villas-Boas, qui justement avait ce profil d'entraîneur suffisamment expérimenté et puis parlant français, calme aussi. Après, sincèrement, je ne vois pas. Parce qu'on se rend compte que souvent, des gens présentés comme de grands entraîneurs qui succèdent à des gens qui étaient eux-mêmes présentés comme de grands entraîneurs échouent lamentablement. Et je me souviens très bien que quand Gérard Gilly avait été nommé à la tête de l'OM, c'était lui aussi pour un intérim, en attendant que Bernard Tapie trouve un grand entraîneur. Et au bout de quelques matchs, ce sont les joueurs, Papin, Förster notamment, qui avaient demandé à ce que Gilly reste en place. Et à l'arrivée, ils avaient fait le doublé. Alors, certes, ça s'était appuyé, cette décision s'était appuyée sur des résultats. Et pour le moment, le seul résultat de Nasser Largué, c'est d'avoir éliminé Auxerre en Coupe de France. Mais écoutez, j'espère que les futurs résultats vont être un peu plus convaincants. Mais pour le moment, je crois qu'il ne faut quand même pas trop s'affoler sur la recherche d'un entraîneur. Alors, on espère aussi que les résultats vont être plus convaincants. On a parlé du futur entraîneur, du possible futur entraîneur. On va parler maintenant de la personne qui cherche actuellement ce nouvel entraîneur, c'est Pablo Longoria. On va en parler avec toi, Chris. Alors, on a quand même senti au fil des semaines que Pablo Longoria s'impose de plus en plus dans le club. Il impose sa méthode, son style, et on commence à avoir la patte Longoria vraiment à l'Olympique de Marseille. Oui, tout à fait, Rafi. Pour moi, c'est le nouveau boss. Nous pouvons commencer aussi à percevoir vraiment son influence dans le club. On a l'impression que ça devient de plus en plus une sorte de pieuvre où vraiment on commence à le voir partout, quoi. C'est marrant parce que beaucoup de gens parlent de lui en tant que directeur sportif, mais il faut rappeler qu'il est directeur général, hein, certes attaché au sport, mais il jouit d'un pouvoir absolument incroyable à l'OM. Mais il a notamment un pouvoir de gestion qu'on oublie. D'ailleurs, il se voit comme quelqu'un de gestionnaire. Et il a un projet sur le long terme. Il s'est donné 4 ans pour réussir ce fameux projet. Alors, Niveau, il y a un côté que j'aimerais bien que tu nous parles de lui, c'est son côté au niveau psychologique. Comment tu le décrirais vraiment, la personnalité et puis le côté psychologique de l'homme? Alors, moi, je le trouve très intéressant justement à étudier cet homme-là. Et je pense qu'à mon avis, on va tous commencer un peu à se pencher sur lui. Déjà pour toutes les raisons que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire l'influence qu'il commence à avoir dans le club, c'est-à-dire qu'on voit que certaines personnes au niveau de la direction sont de plus en plus en retrait, quand lui, au contraire, prend de plus en plus de place. Et il faut admettre que c'est quelqu'un d'abord de très méthodique. Pour moi, c'est un psychorigide qui se définit lui-même comme quelqu'un de particulier. Il m'a personnellement impressionné car il fait exactement ce qu'il dit. C'est ce que disait Raph encore tout à l'heure. Et moi, ça, j'ai regardé un petit peu toutes ses interviews depuis qu'il est arrivé et c'est juste impressionnant. Tout ce qu'il a dit, il l'a fait et où il est en train de le faire.
il se dit être un homme de gestion, travailleur acharné, avec une très haute exigence de lui-même. D'ailleurs, il veut que dans le club, à tous les niveaux, cette exigence soit communiquée et puis commence avec lui-même. Il aime travailler sur des méthodes qu'il a développées après 10 ans de travail dans le scouting. Il aime beaucoup l'analyse, la data, on le sait aussi. On sait qu'il aime passer ses nuits sur les matchs d'Amérique du Sud. Voilà, quand on est sur Netflix, lui, il fait ça. Et je pense sincèrement que le côté un peu foot Bielsa, en fait, on l'a un peu dans cette direction avec lui aussi. Ce sont des personnes vraiment passionnées, je pense vraiment d'une intelligence nettement supérieure à la normale et qui vivent que par le football. Alors, tu nous dis qu'il fait ce qu'il dit. On rappelle qu'il a souvent dit que la formation était une de ses priorités à l'OM. Beaucoup de personnes l'ont dit auparavant. Lui le répète quand même assez souvent. Oui, alors ça, c'est moins qu'on puisse dire. Il le dit même que la formation, ça doit être un pilier fondamental du club. Voilà. Il s'en donne les moyens et il va très, très vite. Par exemple, il faut savoir qu'il a unifié littéralement tout le scouting. Là, on a vu qu'il a envoyé quelques lettres de licenciement d'ailleurs au passage avec quelques vieux anciens qui étaient là depuis des lustres et qui ont dû partir, et notamment via l'arrivée de David Priot, qui s'occupe justement de toute cette partie scouting au niveau du club. Et le travail du recrutement se fait dorénavant à tous les niveaux, que ce soit les poussins, jusque, j'ai envie de dire, au niveau des professionnels. Et alors, par rapport au recrutement, on dirait qu'il cherche quand même à s'appuyer sur l'identité marseillaise. On rappelle que dans une de nos anciennes émissions, on disait qu'il cherchait souvent aussi à s'appuyer sur des joueurs avec des nationalités qui avaient réussi dans certains clubs. Là, on a vraiment l'impression qu'il cherche vraiment l'identité marseillaise avec des joueurs qui sont sûrs qui pourraient réussir à l'Olympique de Marseille. Oui, c'est quand on voit ses interviews et puis on voit qu'il commence à le faire. Moi, par exemple, Sampaoli, alors c'est vrai que comme le dit M. Albano, ça peut-être être quelque chose un peu de populiste, d'une certaine manière. Il faut voir que aussi les grands présidents à l'OM ont aussi été un peu populistes, il faut aussi peut-être le reconnaître, mais c'est peut-être malin de sa part en tout cas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il le dit plusieurs fois qu'il veut travailler sur l'OM en se basant sur son histoire. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui peut fondamentalement plaire aux supporters. Et quelque part, on sent qu'il veut écrire une nouvelle page de l'OM, en lien avec ce que fondamentalement le club est. Tu sens que les dernières recrues, comme Milik ou Encham, qui sont des types ayant beaucoup de caractère, ou encore ils cherchent des entraîneurs testostéronés, dont on parlait avec Sampaoli par exemple. Bref, ou Ravanelli même. Il y a un désir de trouver des profils qui correspondent au club et qui pourraient remettre l'OM comme il le souhaite. Je le cite, dans les 20 premiers clubs européens. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Alors, Mario, tout à l'heure, vous nous parliez des conférences de presse. On a quand même vu Pablo Longoria en conférence de presse prendre un peu plus d'importance. Est-ce que vous pensez qu'il est en train vraiment de prendre le côté sportif vraiment à sa charge et il a vraiment pris en main ce côté-là? Il comble un vide, hein, et il fait son travail. Jusqu'à présent, Villas-Boas était quand même une figure assez importante pour beaucoup s'exprimer. Donc, Longoria, il vient parler, il vient s'exposer, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui représente la voix du club, ce que Nasser Largué ne peut pas faire tout à fait, puisqu'il est seulement en intérim. Voilà, après, je ne prends pas plus au pied de la lettre tout ce qu'il raconte sur la formation, tout ça. Vous savez, depuis 40 ans, j'ai vu tous les présidents, quand ils arrivaient, dire qu'il fallait que désormais la formation soit un élément important du club. Tous, hein, tous. Tapie, Robert Louis Dreyfus, tout le monde. Et puis bon, après, il se heurte à une réalité. Donc, j'ai du mal à croire à la véracité, à la sincérité de tout cela. Juste une question, Mario. Mais quelle est cette réalité ? Pourquoi avec la population qu'il y a dans le Sud, on n'arrive pas à sortir plus de joueurs ? Tout simplement parce que quand il joue, il faut qu'il soit au niveau. Regardez, Camara, il a été au niveau, il s'est imposé. Ça avait été le cas d'Alain Bogossian, qui pour moi est le cas le plus brillant, qui était quand même devenu titulaire dans une équipe qui, quelques mois plus tôt, avait gagné la Coupe d'Europe. Il y en a qui s'imposent, hein, parce qu'on dit que l'OM n'est pas un club formateur, mais il y a quand même des internationaux qui sont sortis des rangs de l'OM, hein, Cédric Carasso, oui. Mathieu Flamini, Samir Nasri, donc il y en a qui s'imposent. Mais d'abord, le public est souvent plus sévère avec les jeunes. Je me souviens de Gary Boccali,
hein, qui a dû partir et qui, quelques mois après son départ, a été champion de France avec Montpellier. Donc, on ne leur laisse pas souvent le temps de s'imposer. Parce que à Marseille, il faut des noms, il faut des gens qui brillent et qu'on ne laisse pas toujours le temps aux jeunes de le faire. Quand ils arrivent, on les salue, on trouve ça sympathique, on trouve ça formidable, et puis on ne leur laisse pas le temps de progresser. Et quand je dis on, c'est à la fois le club et le public. Hein. On va continuer avec les joueurs en bref. On va revenir sur le match de l'AJ Auxerre. Et on va commencer avec toi, Flo. Tu vas nous parler de Paul Lirola, qui a été l'un probablement des meilleurs Olympiens, qui a délivré notamment 2 passes décisives. Alors, oui, c'est clairement le meilleur joueur du match hier. Il a superbement bien joué. Que ce soit offensivement ou même défensivement, c'est quand même, je dirais pas très solide, parce qu'en face, c'était Auxerre et qu'il faut relativiser. Mais avec Yoann Pelé, c'était quand même les meilleurs joueurs. Voilà, Lirola, il a fait 2 passes décisives, une pour Dieng, une pour Benedetto. D'ailleurs, on a tous eu cette réaction, c'est « Ah, mais quand on centre, en fait, on marque !» Et Lirola, il a centré, on a marqué. C'est un peu ce qu'il nous fallait. C'est un message caché pour Sakai, mais voilà. Mais par contre, on voit très bien son influence du jeu, qu'on voit sur la hitmap, c'est un truc de fou. C'est tout le côté droit, il est présent sur tout le côté droit. Bon, en phase défensive, il est un peu plus présent au niveau un peu plus haut, mais sinon, très gros potentiel, je pense. Ça a développé. Faut relativiser encore une fois, faut lui laisser le temps. C'est pas parce qu'il fait un gros match en plus face à Auxerre qu'il faut faut le mettre titulaire direct. Bon, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ok, merci à toi, Flo. On enchaîne avec toi, Raph, qui nous parle de Bouba Camara. 21 ans, capitaine de l'OM hier, c'est beau. Oui, moi j'ai envie de demander, c'est pas l'année de la confirmation au très haut niveau de Bouba Camara, parce qu'il nous impressionne tous. Alors hier, il était titularisé en défense, il a été très bon. Bon, certes, c'était Auxerre, mais bon, faut quand même, il a joué assez souvent en milieu défensif, et là, on le remet en défense centrale et il fait le job très clairement. C'est 93 ballons pour 91% de passes réussies pour un défenseur. Il a été très présent partout. Oui, comme tu l'as dit, Rafi, ça a été le capitaine, presque 100 matchs à l'OM à seulement 21 ans. C'est juste phénoménal pour un jeune. Et moi, j'ai envie de me poser la question, est-ce que clairement, ça ne doit pas être la tête de gondole d'un nouveau projet à l'OM? Parce que c'est un pur produit de la formation et il faut le garder absolument. S'il y a un des joueurs à prolonger, c'est Bouba Camara. Ok, on enchaîne avec toi, Richard. Tu vas nous parler de Luis Enrique, qui a joué 45 minutes, il était titulaire, il a joué une mi-temps. Je crois que tu es un peu frustré de ne pas plus le voir, en fait. Ouais, mais moi, c'est plus que ça. Est-ce que quelqu'un dans le public peut m'expliquer pourquoi on n'exploite pas plus ce joueur? Alors, je l'ai bien regardé parce que je voulais le peu de temps qu'il a de jeu. J'ai bien regardé. Alors, il a l'air puissant. Il a l'air assez technique finalement. On me dit, le gars, il n'a pas le niveau, il ne sait pas jouer. Alors, déjà, pourquoi on l'a acheté 12 millions? Alors, on peut parler encore d'erreur, mais alors, ça devient agaçant à force. Mais là, je ne suis pas sûr qu'il y ait une erreur. Alors, est-ce qu'on va encore faire comme Radonjic, puisque vous savez que moi, je regrette Radonjic et ses prouesses, pas quand il s'en mêle les pinceaux, mais ses prouesses. Est-ce qu'on va faire une Radonjic avec Luis Enrique? Donnez-lui sa chance. Donnez-lui sa chance. Vous l'avez acheté. Au moins, exploitez-le. Vous avez mis un prix extraordinaire. Donnez-lui sa chance. Là, je ne comprends pas Villas-Boas et la suite des événements, Nasser Larguier. Il faut le mettre sur le côté gauche, où on n'a personne en ce moment. Et voilà, et mettre Payet au milieu, à droite, Thauvin. Voilà, je l'ai vu faire de gris-gris et d'autres fois dans d'autres matchs aussi. Et il m'a l'air d'avoir certaines capacités qu'il faut exploiter. Alors après, c'est toujours pareil, il faut les faire travailler. Hein. C'est pas, ça ne vient pas du jour au lendemain. On va aller avec toi, Christopher. Tu vas nous parler de Saïf et Inchaoui, qui a été titulaire, qui a eu un peu plus de temps de jeu qu'à l'accoutumée. Oui, j'étais impressionné. On l'a finalement enfin un peu vu jouer, en plus à son poste. Donc, c'était quand même assez agréable.
J'ai beaucoup aimé notamment ses passes millimétrées. J'ai bien aimé ses corners. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tiré de si jolis corners. C'était sympathique. Voilà, c'était pas la grande révélation, mais moi j'ai bien aimé son match, qui était très propre. Tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Donc voilà, chouette match. Voilà, chouette match. À revoir. À revoir, on l'espère pour lui en tout cas. On va passer au jeu des pronos. Dimanche soir 21h, l'OM se déplace à Bordeaux. Alors, je rappelle que l'OM n'a plus gagné depuis, Mario, vous me dites si c'est faux, depuis 1977, 44 ans à peu près. En championnat, le 1er octobre 1977. En Voilà, coupe, donc c'était au 44. mois de mars 78. Voilà, demandez tout à Mario, il sait tout. Contre les donc, Girondins sur leur terrain, hein, je le précise. Voilà, alors c'était le stade Chaban-Delmas avant, ou Parc Lescure, même avant, il s'appelait comme ça. Aujourd'hui, Bordeaux est au Matmut Atlantique. Qu'est-ce que va faire l'OM Même punition. dimanche soir? Qu'est-ce que va faire l'OM? On commence avec vous, allez, Mario. Qu'est-ce que va faire l'OM dimanche soir? Je vais dire victoire olympienne 2-1. Christopher? Alors, moi, éternel optimiste que je suis, je vais dire, tiens, comme Mario Albano, je vais mettre 2-1 aussi. 2-1. Richard, s'il te plaît. Je pensais 2-1 aussi, donc 2-1. Flo? Et pour moi, ce sera un partout. Raph? Moi, j'ai envie de dire 3-1. On l'espère. Allez, moi, je vais dire 1-0. Allez, on va continuer dans la dernière partie de cette émission en parlant du dossier de la semaine. Donc, le dossier de la semaine qui est consacré au partenariat de l'Olympique de Marseille. On va commencer avec toi, Richard. Tu vas nous parler de l'OM Next Generation. C'est vraiment cette idée qui a été mise en place par la direction pour travailler avec les clubs locaux autour de l'Olympique de Marseille pour aller essayer de dénicher vraiment des talents dans la région. Ben ouais, on en parlait avec Mario dans le talk tout à l'heure. Ça fait partie de nos parties de tout à l'heure et j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit parce que il y a une telle population dans le sud de la France. Il n'y a pas que Marseille, c'est Aix-en-Provence, Fuveau, plein de petits villages qui sont autour. Et Gignac, enfin Bouc-Bel-Air. On ne peut pas me dire à moi qu'il n'y a pas des possibilités de trouver des pépites. Alors, peut-être c'est difficile, mais je pense qu'il n'y a pas un travail qui est suffisamment fait pour réaliser de véritables miracles. La preuve en est, ben voilà, on a des exemples assez probants, tels que Cantona, qui a joué dans un club que je connais bien, les Cailloles, puisque j'ai eu un entraîneur quand je jouais à Saint-Julien à Marseille, qui a eu Cantona dans son équipe à l'époque. Il paraît que c'était déjà un fou, hein, il tapait avec la chaussure sur ses camarades, il rentrait dans les vestiaires, il se mettait. Mais après, c'est devenu un génie, c'est aujourd'hui une légende. Et voilà, alors on a quand même eu à un moment donné sous l'air tapis l'idée de le recruter, mais s'il n'était pas devenu ce qu'il est devenu, on ne l'aurait jamais fait sortir. C'est Giroud qui l'a fait sortir à Auxerre, qui l'a pris sous son aile, il dormait même chez lui, c'était comme un papa pour lui. Et voilà, donc Zidane, c'est pareil. Il jouait à Septem-les-Vallons et il se retrouve recruté à 14 ans par Cannes. Il est obligé de partir de chez ses parents. Ça a été un déchirement pour lui. Ben, vous savez la carrière qu'il a fait par la suite et qu'il est devenu champion du monde. Moi, ça me fait mal d'entendre ça, de savoir qu'il n'est pas sorti. Il n'a même pas joué une minute à l'OM. Après, il y a des cas intéressants comme Nasri, par exemple. Sauf que Nasri, c'est mentalement qui s'est perdu lui-même après, dans le courant de sa carrière. Est-ce qu'il a pris la grosse tête? Est-ce qu'il a eu des coups de chaud? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est dommage parce que c'est l'un des seuls. Tout à l'heure, Mario parlait de Flamini, de Carasso, mais ça n'a pas été des grands. Nasri, il a quand même touché du doigt le très très haut niveau et il a joué quand même à Manchester City, il a joué en équipe de France. Et dommage que mentalement, il a pas fait la différence comme l'a fait Zidane, parce qu'on aurait pu dire, voilà, on en a vraiment créé un. Moi, aujourd'hui, c'est ça que je veux voir. Je veux voir de très grands joueurs sortir de Marseille et du sud de la France. Aujourd'hui, si aujourd'hui une politique vraiment efficace était mise en place, je pense qu'on arrivera à trouver des pépites, comme ça a été le cas pour Zidane, pour Nasri, pour Flamini, pour bien sûr Cantona. Il faut quand même savoir que Cantona, c'est un dieu pour Manchester United. Pourquoi il ne sort pas de chez nous? Voilà. Donc, il faut avoir vraiment une réflexion
je pense, au niveau des directions de l'Olympique de Marseille, quelles qu'elles soient, hein, on parle pas de qui que ce soit ou de M. Hérault en particulier. Il faut juste qu'il y ait une véritable réflexion avec des vraies cellules de recrutement. Peut-être que Longoria va faire ça, parce que bon, je vois qu'il a quand même certaines capacités. Et s'il met en place une stratégie efficace, là, on arrivera à trouver des pépites, c'est sûr. Je ne suis pas d'accord avec cette idée qu'on ne puisse pas y arriver. On l'espère tous, en tout cas, Richard, parce que je pense que chacun des jeunes Marseillais connaît l'importance du maillot et c'est important d'avoir des joueurs comme ça parmi nous. On va un petit peu voyager avec toi, Raph. On va aller au Sénégal, parler de l'académie d'Yambars. Donc, il y a eu récemment, l'OM a mis récemment l'Afrique à l'honneur, je crois que c'était la semaine dernière. Donc, on sait qu'il y a un lien très fort entre l'OM et l'Afrique. Alors, il y a eu un petit événement quand même, rappelons-le, pour le match de la JOCR. Ça a été la première convocation de Bamba Dieng, donc qui vient de cette académie. Il est rentré à la 80e et il a marqué en plus. Donc, on était obligé de parler de cette académie et quoi de mieux qu'un but de Bamba Dieng. Ouais, c'est ça, tu as tout à fait raison. Et puis, comme l'a rappelé Flo tout à l'heure, c'est la stat, le dernier joueur à avoir marqué pour son premier match étant sorti du centre de formation, c'est Jordan Ayew. Ça montre vraiment l'exploit qu'a fait Dieng lors de ce match. Et je trouve que ça met vraiment à l'honneur. Donc là, je vous mets ici une petite vidéo de la réaction de cette académie lors du but de Dieng. C'est juste phénoménal. On voit qu'il y a aussi vraiment un réel attachement à l'OM. La preuve est que Dieng n'est pas officiellement encore à 100% olympien. Il n'est prêté qu'avec option d'achat. Mais là où c'est très important, et le club a fait énormément d'efforts dans ce sens-là, c'est que Dieng est, la priorité pour Dieng, c'est l'OM, notamment aussi pour les dirigeants de l'académie qui ont signé un accord de partenariat. C'est-à-dire que même si d'autres clubs arrivent, si l'OM décide de faire une proposition, bah, c'est l'OM qui sera vraiment prioritaire. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça nous permet d'aller chercher des jeunes talents en Afrique. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été très forts en venant d'Afrique et qui ont joué à l'OM. Je vous invite à revoir l'un de nos dossiers de la semaine sur les origines des joueurs. Mais bon, il faut quand même expliquer ce que c'est que l'Académie d'Yambars parce que beaucoup de gens se disent « Ah, c'est juste un club de foot ». Non, c'est vraiment un centre qui accueille environ 120 jeunes de 12 à 19 ans. Il y a même une équipe professionnelle dans ce centre. Cette équipe professionnelle, c'est la meilleure équipe au Sénégal. C'est un des meilleurs centres sénégalais. Et voilà, un des joueurs les plus marquants qui a pu sortir de cette académie, bah, il joue aujourd'hui au PSG, c'est Idrissa Gueye. Donc il y a vraiment un énorme potentiel et c'est vraiment bien que l'OM se soit penché sur cette académie en particulier et pourquoi pas s'ouvrir encore plus à d'autres académies avec de très forts potentiels. Oui, exactement. Puis on rappelle également la joie de Nasser Largué pour le but de Dieng qui est quand même une de ses trouvailles. On va revenir dans la région avec toi, Flo. Tu vas nous parler un petit peu de l'université d'Aix-Marseille. Alors, on va d'abord, pour resituer le contexte, rappeler quel public est visé et aussi dans quel but il l'est. Alors déjà, c'est un partenariat qui a été signé plutôt au mois de septembre. Donc c'est assez récent, on va dire. Alors le but, c'est un développement athlétique optimal des joueurs du centre de formation de l'OM. Avec ça, on utilise on utilise le technosport. Donc ça entoure des compétences innovantes capables d'évaluer les capacités physiques pour les joueurs d'avenir, en fait, pour les aider à s'améliorer en termes de performance. Ok, et sur quel axe de travail? Du coup, il y a deux axes. Tout d'abord, il y a l'axe de prévention. C'est basé sur l'identification des déséquilibres neuromusculaires pour savoir quel muscle fonctionne mal pour prévenir, en quelque sorte, d'où le nom de l'axe. C'est fait à partir de plusieurs tests. Alors, ils mettent des capteurs de partout et ils utilisent des machines de musculation, donc notamment la presse pour ceux qui connaissent. Et ils utilisent ça aussi pour les gardiens au niveau des bras, pour savoir quelle force ils ont au niveau des bras pour prévenir les futures blessures peut-être
en cas où, en termes de blessures au niveau des bras, peut-être les tendinites, tout ça. Et la deuxième, c'est la réhabilitation athlétique et réathlétisation. Et donc là, ils reprennent les analyses de l'axe 1 et ils font d'autres tests. Donc, tests avec le VO2 max. Donc ça, c'est par exemple courir sur un tapis de course avec un masque et essayer de savoir à quel VMA ont les joueurs. Et il y a plein de tests, souplesse, équilibre, tout ça. Et à noter que ce n'est pas seulement pour le foot, mais il y a aussi pour tous les sports, pour le basket, pour le hand, tout ça. Raph, tu voulais revenir au propos de Flo? Oui, c'est une petite intervention rapide. C'est pour expliquer que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un excellent partenariat de faire ça pour prévenir notamment des blessures musculaires, mais aussi travailler sur le physique des joueurs parce qu'à l'heure où le Covid est encore présent, que la saison va être très compliquée à finir physiquement, qu'il va y avoir l'Euro cet été, la saison prochaine va être très compliquée aussi à tenir physiquement, et ben, je trouve que l'OM fait partie de ces clubs qui se préparent à des brusques changements physiques chez les joueurs, comme a pu le faire le Bayern Munich c'était pendant le premier confinement, qui, à l'aide d'un médecin très réputé, dont je me souviens plus le nom, je vous avoue, mais un médecin très réputé allemand qui travaille chez eux, a pu maintenir un état physique hors norme chez les joueurs bavarois. Pardon. Ok, alors Flo, tu nous as parlé du technosport, de tous les axes de travail qu'il y avait. Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité un jour que les pros en profitent également? Alors, comme j'ai dit, pour l'instant, il y a seulement les jeunes du centre de formation, donc jusqu'à U19, je pense. Maintenant, c'est une réflexion qu'a Nasser Largué et Hugo Ouvrard. J'ai regardé le petit reportage qu'ils ont fait avec l'université. Ils expliquent que potentiellement, oui, mais c'est à voir. C'est vrai que ça pourrait aider, comme je l'ai dit, pour la réhabilitation, la réathlétisation pour les joueurs blessés. Par exemple, Milik qui se fait pas mal les croisés, ça pourrait l'aider. Ok. Allez, on va aller avec toi, Christopher. Tu vas nous parler du plus marseillais des Catalans, Antoine Griezmann, et la team Grizzy eSport, donc eSport Team Grizzy. Oui, alors voici un partenariat digital cette fois-ci. Donc Grizzy eSport, alors c'est la volonté d'Antoine Griezmann d'abord, et de son frère Théo, qui est d'ailleurs CEO de la structure, de se lancer sur le très concurrentiel marché du e-sport. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde s'y met en fait actuellement. C'est très récent, car ils ont créé d'ailleurs Grizzy eSport qu'en janvier 2020, et en novembre dernier, il y avait déjà ce contrat de partenariat qui était signé avec l'OM. Alors, il y a une chose assez intrigante quand même dans ce mouvement, c'est l'ambition en fait du clan McCourt derrière tout ça. Il faut savoir que son fils, Drew McCourt, a déjà fait parler de lui dans le milieu en s'offrant l'équipe d'Overwatch League des Paris Eternals en 2018 et en prenant la tête de la franchise parisienne de Call of Duty League. Donc, ainsi, et par ce partenariat, en fait, ils seront. Alors voilà, donc il faut savoir que ça sera du FIFA, hein, logique, on va faire du Call of Duty, vous imaginez bien, sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Et alors, ces deux joueurs qui s'appellent Amin Mino Bougani et Fouad Rafsou Fares. Alors, j'ai demandé, parce que pour être très franc, je ne suis pas un méga, connaisseur en milieu, donc j'ai demandé en fait à un ami journaliste ce qu'il en était de ces joueurs. On dit que ce sont en fait des joueurs à peu près milieu haut de classement. Ils finissent pas aux toutes premières classes. En gros, ils finissent pas aux toutes premières places des tournois, mais ils sont toujours plutôt bien placés. Et c'est vrai que du coup, on s'est posé. Quand j'en ai parlé avec lui, justement de l'OM, en fait, la question c'était est-ce que c'était pas déjà un premier pas par la team Grizzy, excusez-moi, de déjà essayer de pénétrer ce marché justement avec ces deux joueurs. Et quant à l'OM, avec cette entrée dans l'e-sport, l'OM tente à toucher une audience plus jeune. Et d'ailleurs, le responsable marketing du club dit ce sera l'occasion pour l'Olympique de Marseille de mieux cerner ce nouveau secteur et de toucher une audience toujours plus jeune et connectée dans la lignée de leur arrivée sur des plateformes comme TikTok ou Twitch. Et oui, on sait que l'Olympique de Marseille veut progresser dans le digital et s'en donne les moyens. Au passage, on dit à Antoine Griezmann que s'il veut rejoindre l'Olympique de Marseille, il est le bienvenu.
Allez, on va passer aux questions pour notre invité du jour, Mario Albano. Donc, on commence avec toi, Raph. Ta question pour Mario, s'il te plaît. Oui, moi j'ai une question. On a reçu il y a quelques semaines de cela Avi Assouli qui nous avait parlé enfin, il nous avait expliqué que lui, il trouvait que le journalisme sportif avait beaucoup changé, notamment parce qu'ils étaient beaucoup moins présents à côté des joueurs. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que pour vous, depuis vos débuts, le journalisme sportif, pardon, a évolué en bien ou en mal? En très mal. En très mal à tout point de vue. Alors, ce serait trop long pour l'expliquer, mais d'abord, du point de vue de la profession, avec l'apparition des réseaux sociaux, avec l'apparition des chaînes d'infos, on privilégie beaucoup trop le buzz, l'info instantanée sans la vérifier. Il y a des gens là qui viennent d'annoncer que l'OM était racheté par des Saoudiens en se foutant de la gueule de ceux qui les contredisaient. C'est tout à fait symptomatique de ce que devient un petit peu ce métier. Et ensuite, en mal de l'autre côté, puisque nous n'avons plus le moindre contact avec les joueurs, avec les entraîneurs, on ne voit plus rien. Tout passe par le filtre de la communication. Il n'y a plus aucun plaisir à faire ça. C'est vrai qu'Avi Assouli nous disait qu'aussi le contact était moins rapproché avec les joueurs. Flo, non, mais c'est pas qu'il est moins rapproché, c'est qu'il n'existe plus. Merci pour cette précision. Flo, ta question à Mario, s'il te plaît. Alors, oui, on a appris récemment que le tirage au sort des 16e de Coupe de France, c'était le 21 février, ce dimanche 21 février. Je voulais savoir, est-ce que c'est une coupe qu'il faut jouer à tout prix ou il faut absolument rester focus sur le championnat? Une coupe, ça ne se programme pas. Parce que autant en championnat, c'est la logique qui prévaut. À la fin, les meilleurs sont en haut, les moins bons sont en bas. Autant en coupe, une équipe est quand même très dépendante du tirage. Je vous rappelle que la pire saison de l'OM, 2015-2016, celle où avec Mitchell, il n'avait plus gagné un match à domicile entre septembre et mai, l'OM était allé en finale de la coupe. Parce qu'ils avaient eu la chance de tomber sur Trélissac, sur Granville, etc. Donc, la coupe ne se programme pas. Si au prochain tour, l'OM tombe sur le PSG, sur Lyon ou Lille, peut très bien être éliminé. C'est pas quelque chose, on peut dire cette année, on vise la coupe. En revanche, je pense qu'il faut la jouer à fond, absolument à fond, parce que c'est quand même le meilleur moyen d'être européen. Pour le moment, l'OM est beaucoup trop loin. L'OM peut éventuellement viser la 5e place, qui sera qualificative, mais la Coupe de France, c'est à la fois une qualification pour une Coupe d'Europe, mais c'est aussi une ligne au palmarès. Je vous rappelle quand même que l'OM n'a plus gagné la Coupe de France depuis 1989, n'a plus ajouté la moindre ligne à son palmarès depuis la Coupe de la Ligue 2012. Et puis c'est aussi, et aujourd'hui c'est quand même primordial, c'est aussi un moyen de fédérer derrière l'équipe. Quand une équipe olympienne va disputer une finale, ça signifie une migration de milliers de supporters vers le Stade de France, et donc ça peut faire retrouver de l'enthousiasme aux supporters, à condition bien évidemment que d'ici la finale, les stades accueillent de nouveau des spectateurs. Et malheureusement, on n'en est pas certain. Mais je le répète, la coupe doit être jouée à fond. Alors, j'espère que la situation reviendra au plus vite à la normale. Richard, à toi, s'il te plaît. Mario, qu'est-ce que vous feriez comme composition d'équipe, plus précisément comme système de jeu, et qui vous mettriez au milieu de terrain à l'OM actuellement, si vous étiez sur le banc de touche l'entraîneur de l'OM? Moi, actuellement, je mettrais ceux qui peuvent jouer déjà. Et le problème, c'est que un entraîneur, quel qu'il soit, il est obligé d'abord de prendre ceux qui peuvent jouer. Pour son premier match, Nasser Largué, je vous rappelle qu'il était déjà privé de Gay, Balerdi, il avait Amavi. Moi, pour le moment, en fonction de l'effectif disponible, si Amavi était disponible, je ferais jouer Amavi arrière gauche. Malheureusement, il est blessé. Donc en fait, on n'en est plus à avoir une équipe type comme jadis, mais à avoir
des équipes en fonction des joueurs disponibles. Là, pour le match contre Bordeaux, moi, j'aimerais beaucoup voir jouer Milik. Et avec Milik, j'aimerais avoir Germain à côté de lui, parce que la meilleure période de l'OM sur le dernier mois, ça a quand même été la première heure de jeu à Lens avec le duo Milik-Germain. Maintenant, pas Benedetto malheureusement, à côté de Milik. Malheureusement, ça dépend des joueurs disponibles. Ok, on enchaîne avec toi, Christopher, s'il te plaît. Oui, moi, ma question porte sur, je crois avoir compris que vous aviez un livre en chantier. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Parce que moi, je suis très curieux de ce que vous allez nous présenter. Ça sort à la rentrée prochaine, c'est ça, si j'ai bien compris? Exactement, ce sera pour septembre-octobre, un livre sur les grandes finales de l'OM. Je vous rappelle que l'OM est le seul club français qui disputait 5 finales de Coupe d'Europe, 19 finales de Coupe de France, 3 de Coupe de la Ligue, 3 trophées des champions. Donc, il y a là beaucoup d'anecdotes, beaucoup de témoignages. J'ai déjà eu plus de 80 joueurs, pas des joueurs actuels, hein, je vous rassure. Ceux-là, ils ne parlent pas, mais des entraîneurs. Puis, il y a quand même des choses formidables à raconter. L'OM n'est pas né en 1986. Il y a quand même un palmarès qui en atteste. Hein, et puis, c'est ce qui est le plus intéressant. Ces finales des années 30, 40, 50, 60, 70, c'était absolument passionnant, avec beaucoup d'anecdotes. Et puis, après, il y a ces finales européennes des années 90, 2000, qui nous replongent évidemment dans de merveilleux souvenirs, même quand l'OM a perdu à Bari. C'était quand même les souvenirs de Chris Waddle, de Jean-Pierre Papin, de Dragan Stojkovic. Sont quand même de belles heures. Wow. Et du coup, quel est votre angle d'écriture par rapport à tout cela? Est-ce qu'il y a un axe ou sur des anecdotes? Comment ça se passe avec la rédaction d'un roman comme celui-là? C'est le recueil des témoignages des protagonistes. Bon, évidemment, pour les années 20 ou 30, je ne les ai pas directement. J'ai récupéré pas mal de témoignages dans des journaux. Et puis, je raconte finale après finale, les Coupes d'Europe, les Coupes de France, les Coupes de la Ligue, et puis tous les autres trophées dont certains ont disparu du paysage français. Voilà, avec des témoignages et des anecdotes. Mario, il est venu l'heure de nous remercier, de vous remercier, d'avoir été. C'est moi qui vous remercie. C'était un honneur. J'espère que vous reviendrez nous présenter votre livre quand vous l'aurez. Ce sera avec grand plaisir, et c'était un grand plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Merci à vous, Mario, et à bientôt. Notre émission touche à sa fin. Merci à Mario Albano d'avoir été notre invité ce soir. Merci à toute l'équipe du Talk, et merci à vous surtout de nous suivre chaque semaine. On vous dit à la semaine prochaine. Salut, bye bye.